Ma cousine a volé mon cadeau de remise de diplôme, et tout le monde fait comme si cela ne s'était jamais produit. Je suis une femme de 22 ans, qui vient d'obtenir un diplôme en génie mécanique. Je suis la première personne de ma famille immédiate à décrocher un diplôme universitaire. Donc, même si nous ne sommes pas du genre à organiser de grandes fêtes, mes parents voulaient marquer le coup. Ils ont organisé une petite fête dans le jardin. Rien de très extravagant, juste quelques tables pliantes, de la nourriture provenant d'un traiteur local, et un auvent loué au cas où le temps se gâterait. Il y avait surtout des parents proches, quelques voisins, et des amis de la famille que nous connaissons depuis toujours. L'ambiance générale était décontractée, mais les gens étaient de bonne humeur. Ma mère passait d'un invité à l'autre, des assiettes à la main, tandis que mon père gérait le barbecue, comme s'il s'agissait d'une fête nationale. Entre les boissons et le dessert, mon parrain m'a prise à part. Il n'est pas du genre bruyant, il est très réservé, poste à peine sur les réseaux sociaux, et reste la plupart du temps dans son coin lors des rassemblements, mais il a toujours été fiable. Il m'a tendu une enveloppe blanche, et m'a dit de l'ouvrir plus tard. Il a précisé que c'était quelque chose pour m'aider à démarrer dans la vie active, et de ne pas en faire toute une histoire. Je l'ai remercié, je l'ai glissé dans ma poche arrière, et j'ai continué à aider au rangement, tout en m'assurant que les gens ne manquaient de rien. Quand je suis rentré à l'intérieur pour déposer des plateaux usagés, j'ai glissé l'enveloppe dans le tiroir de ma chambre, à l'étage. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. La porte de la chambre était ouverte comme d'habitude, et le tiroir n'était pas verrouillé, mais rien n'avait jamais disparu dans notre maison auparavant. Après cela, la journée a suivi son cours. Les gens allaient et venaient. La plupart des invités les plus âgés sont partis à la tombée de la nuit. Les seuls qui sont arrivés tard étaient le frère de mon père, et sa fille, Emma, ma cousine. Ils sont arrivés à peu près au moment où la plupart des gens étaient déjà en train de plier bagages. Ils n'ont rien apporté, et n'ont pas vraiment dit grand-chose. Emma est le genre de personne qui semble toujours un peu agacée d'être n'importe où, mais mes parents les ont tout de même accueillis, comme si de rien n'était. Elle est restée sur son téléphone tout le temps, levant à peine les yeux. Tous les autres étaient en train de terminer, mais eux se sont attardés. Ma mère a même fait remarquer qu'il était étrange qu'ils soient arrivés si tard, mais qu'ils ne semblaient pas pressés de partir. À un moment donné, Emma a demandé à utiliser les toilettes, celles de l'étage. Nous avons des toilettes fonctionnelles au rez-de-chaussée, et tous les autres les avaient utilisées, mais elle a dit qu'elle avait besoin d'intimité. Cela m'a semblé un peu bizarre, mais encore une fois, c'est la famille. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai continué à aider dans la cuisine. Au bout d'environ 10 minutes, elle n'était toujours pas redescendue. Mon oncle a même appelé, plaisantant sur le fait qu'elle s'était peut-être perdue. Elle a fini par revenir, agissant comme si de rien n'était, et ils sont partis peu après. C'est là que les choses ont commencé à paraître louches. Il était environ 21 heures. Quand je me suis enfin souvenu de l'enveloppe, je suis monté dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir où je l'avais placée plus tôt, et elle avait disparu. Le tiroir n'était même pas complètement fermé. 2 de mes chemises étaient déplacées, et il était clair que quelqu'un avait fouillé. J'ai vérifié le reste de la chambre, au cas où je l'aurais égarée, mais je savais exactement où je l'avais mise. Elle n'était pas là. Je suis redescendu, et j'ai demandé à mes parents s'ils avaient déplacé quelque chose dans ma chambre, ou s'ils avaient rangé à l'étage pendant que je ne regardais pas. Tous les deux ont dit qu'ils n'y étaient même pas allés. Je ne leur en ai pas dit beaucoup plus, sur le moment. À la place, je suis sorti, et j'ai envoyé un SMS à mon parrain, lui demandant ce qu'il y avait exactement dans l'enveloppe. Il a répondu assez rapidement. C'était 3 000 € en espèces, destinés à m'aider à acheter certains des outils de base, et des licences de logiciels dont j'aurais besoin pour le travail. Des choses qui ne sont pas données, et qu'il savait que je ne pouvais pas me permettre. D'emblée, il voulait que ce soit une surprise, quelque chose qui me donnerait un vrai coup de pouce. Dès que j'ai lu ça, j'ai su qu'il ne pouvait pas se le permettre. D'emblée, il voulait que ce soit une surprise. Quelque chose qui me donnerait un vrai coup de pouce. Dès que j'ai lu ça, j'ai su qu'il avait prise. Une seule personne était montée à l'étage. Une seule personne avait agi bizarrement. Emma était restée là-haut pendant près de 10 minutes, et personne d'autre n'avait même de raison d'être près de ma chambre. J'ai dit à mes parents ce que je soupçonnais. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Mon père s'est figé, puis m'a dit de laisser tomber, et de ne pas déclencher un scandale pour ça.
J'ai demandé comment la perte de 3000 € pouvait ne pas être un motif de scandale, mais ils ont répondu que cela ne causerait que des drames, et que ça n'en valait pas la peine. Je n'ai pas insisté davantage avec eux. À la place, j'ai discrètement essayé de parler à mon oncle. Je l'ai rattrapé dehors, près de leur voiture, avant qu'ils ne partent, et je lui ai demandé s'il avait vu une enveloppe dans ma chambre, ou si Emma l'avait peut-être prise par erreur. Il a juste haussé les épaules, refusant de croiser mon regard, et a marmonné quelque chose sur le fait qu'il ne savait pas de quoi je parlais. Puis, il est monté dans la voiture. Plus tard dans la soirée, j'ai posté un message dans la discussion de groupe de la famille. Je suis resté poli. Je n'ai nommé personne. J'ai juste dit qu'une enveloppe avait disparu du tiroir de ma chambre, pendant la fête, et j'ai demandé si quelqu'un l'avait peut-être vue, ou l'avait prise par accident. Personne n'a répondu pendant des heures. Puis, Emma a fini par répondre, non pas avec une explication, mais avec une seule phrase. « Peut-être que tu ne devrais pas laisser traîner tes affaires. » Puis, elle a quitté le groupe. C'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Le lendemain de la fête, j'ai conduit pour aller voir mon parrain en personne. Il n'habite pas loin, et je ne voulais pas tout expliquer par SMS. Quand je suis arrivé, je l'ai remercié pour le cadeau, je lui ai dit à quel point je l'appréciais, puis je lui ai expliqué que l'enveloppe avait disparu. Je lui ai tout raconté, y compris ce qu'Emma avait dit dans la discussion de groupe, et comment elle était partie juste après. Il est resté silencieux pendant une seconde, puis a dit qu'il n'était pas surpris. Ce qui le surprenait, c'était l'audace dont elle avait fait preuve. Il n'était pas en colère contre moi. Au contraire, il avait l'air plutôt déçu que cela se soit produit. Il m'a dit qu'il voulait m'aider à faire la lumière sur cette affaire, même si cela risquait de semer la pagaille. Il m'a dit de traiter cela pour ce que c'était, de l'argent volé, et non pas comme un simple malentendu familial. Avant que je ne parte, il m'a assuré que si j'avais besoin d'une déclaration ou d'un soutien quelconque, il le mettrait par écrit. De retour à la maison, ma mère a essayé de calmer le jeu. Elle a dit que c'était peut-être un malentendu, et m'a rappelé que les affaires de famille ne devraient pas se transformer en guerre. Je lui ai répondu que la disparition de 3000 € ne ressemblait pas à un malentendu. Et que la seule personne qui était montée à l'étage avait fait une blague, et s'était éclipsée de la discussion. Ce soir-là, je faisais défiler les réseaux sociaux, et j'ai vu quelque chose qui a rendu les choses encore plus claires. Emma avait posté une photo sur son profil, montrant un iPad Pro tout neuf, encore dans sa boîte, avec la légende « Cadeau de préparation aux études en avance pour moi-même », avec des émojis d'étincelles. Cadeau pour moi-même. Des étincelles sur le téléphone. J'ai fait une recherche d'images inversées, juste pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une republication. Ce n'en était pas une. La photo avait été prise dans sa chambre. Je pouvais voir son bureau, et des affiches familières en arrière-plan. Je n'ai ni commenté ni aimé la publication. Je lui ai envoyé la publication par message privé, et je lui ai posé des questions à ce sujet. Elle a lu le message, puis a complètement supprimé la publication. Aucune réponse. Rien. Elle s'était volatilisée de son profil, comme si cela n'était jamais arrivé. J'ai attendu quelques heures, puis je lui ai envoyé un message direct. Je ne l'ai pas accusé avec des mots durs. Je lui ai juste dit que je savais ce qui s'était passé, et je lui ai donné une dernière chance d'arranger les choses, sans impliquer toute la famille. Elle a répondu presque instantanément, m'a traité de paranoïaque, a dit que je m'imaginais des choses, et que je devrais aller jouer les détectives ailleurs. Ensuite, elle a ajouté un emoji mort de rire à la fin, tout comme elle l'avait fait dans la discussion de groupe. Pas de déni, pas d'explication, juste des moqueries. Après ça, je suis allé voir mon père, et je lui ai dit que je n'allais pas laisser passer ça. J'ai dit que je lui laissais quelques jours, et que si rien ne changeait, j'irais porter plainte à la police. C'est là qu'il a laissé échapper quelque chose. Il a dit qu'Emma avait des problèmes d'argent, et qu'elle avait probablement emprunté l'enveloppe, en pensant la rembourser discrètement plus tard. Je lui ai demandé comment on pouvait emprunter quelque chose qu'on n'avait jamais demandé, et comment voler de l'argent dans mon tiroir, pour s'acheter des appareils électroniques, pouvait être considéré comme un emprunt. Il n'avait pas de vraie réponse. Il avait juste l'air fatigué. J'ai raconté à mon parrain tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Il en avait fini de jouer les gentils à ce sujet. Il a dit qu'il rédigerait une déclaration officielle, confirmant le don d'argent, et la date à laquelle il me l'avait donné.
Il m'a dit de ne pas attendre trop longtemps, sinon les gens essaieraient de déformer l'histoire. Le soir même, j'ai rassemblé les captures d'écran de la publication sur l'iPad, les messages d'Emma, la confirmation du parrain, et la chronologie des événements. Je suis resté neutre. Pas d'accusation, juste des faits. J'ai publié le message dans la discussion de groupe de notre famille, avec toutes les captures d'écran en pièces jointes. Je n'ai pas cité de nom. J'ai juste dit qu'un important don en espèces avait disparu de mon tiroir, pendant la fête. Et voici ce que j'ai découvert depuis. J'ai mentionné la chronologie, le passage aux toilettes, la photo du nouvel iPad, et la confirmation du parrain. J'ai terminé en disant que je ne laisserai pas tomber, et que je poursuivrai l'affaire comme il se doit, si la situation n'était pas résolue. Il y a eu un silence dans la discussion pendant quelques minutes, puis un message vocal est apparu. C'était Emma, bruyante, agressive, me traitant de menteuse, m'accusant d'essayer de lui faire honte, disant que j'étais une enfant gâtée, et que j'essayais de monter tout le monde contre elle. Après cela, tout contact direct entre nous a pris fin, une fois que les limites légales ont été posées. Elle parlait par-dessus sa propre voix dans l'enregistrement, balançant des excuses et des insultes dans le même souffle. Puis, elle m'a bloqué. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu une notification m'informant que j'avais été bloqué par elle, sur toutes les plateformes, téléphone, SMS, applications de messagerie, tout. Mon parrain a appelé pour me dire que la même chose lui était arrivée. Elle avait coupé tout contact. À partir de ce moment-là, aucun de nous deux ne pouvait plus la joindre, et elle ne pouvait pas non plus nous contacter. C'était comme si elle avait claqué une porte derrière elle, et supposé que ce serait la fin de l'histoire. Ça ne l'était pas. Après la publication du message et des captures d'écran, dans le groupe familial, je ne m'attendais pas à une réaction chaleureuse, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui a suivi. Dans les heures qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des messages privés de différents membres de la famille, non pas pour me soutenir. Non pas pour me demander ce qui s'était passé. Juste la même demande répétée, avec des mots différents. Retire la publication pour la paix de la famille. Certains ont dit que j'aggravais les choses. L'un d'eux a même dit que j'étais cruel, d'exposer les choses là où tout le monde pouvait les voir. Aucun d'entre eux ne m'a demandé si j'allais bien, ou si le vol s'était vraiment produit. Ils voulaient juste le silence. Mon parrain, en revanche, n'était pas du tout intéressé par le silence. Il m'a dit qu'il avait déjà commencé à rédiger un rapport officiel. Il avait tout organisé, les dates, les captures d'écran, son message original confirmant le don d'argent, et même une note de ce que je lui avais dit après la disparition de l'enveloppe. Il m'a dit de me préparer à porter plainte. Il m'a également averti de ne pas me laisser distraire par la pression familiale. L'objectif était de récupérer l'argent, ou de laisser le système s'en charger. Ce jour-là, mon père m'a pris à part, et m'a demandé de ne pas aller à la police. Il a dit que ça détruirait ce qui restait de la famille, et causerait une honte dont nous ne nous remettrions jamais. Il m'a dit que nous pourrions régler ça en privé, qu'Emma ne voulait probablement pas faire de mal, et que ça pouvait encore s'arranger. Je lui ai répondu que ce n'était pas à moi de porter cette honte. Il n'a pas insisté après ça. Le lendemain, j'ai reçu un message privé de mon oncle. Nous ne nous parlons pas souvent, alors j'ai trouvé étrange de recevoir une notification de sa part. Son message n'y est pas allé par 4 chemins. Il m'a averti de faire attention à ce dont j'accusais les gens. Pas de questions, pas de déni, juste un avertissement. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai répondu avec le brouillon de la plainte, j'ai de nouveau listé les preuves, et je lui ai dit qu'il y avait 2 options. Soit l'argent est rendu, soit je dépose une plainte officielle. Il m'a laissé en lu. Peu de temps après, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait, « S'il te plaît, ne m'entraîne pas là-dedans. » Je n'ai rien pris. J'ai vérifié l'indicatif régional. C'était un numéro local. La formulation m'était familière aussi. J'avais le pressentiment que c'était Emma, utilisant un autre téléphone. J'ai appelé mon opérateur de téléphonie mobile, et j'ai eu la confirmation que le numéro était lié à un deuxième téléphone prépayé, enregistré à son nom. Elle ne m'avait pas bloqué sur celui-ci, espérant probablement que je ne devinerais pas de qui il s'agissait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas proféré de menaces. Je ne l'ai pas poursuivi pour obtenir des réponses. Je suis simplement retourné sur la discussion de groupe, et j'ai écrit un dernier message.
J'ai dit que ce serait la dernière fois que j'aborderais le sujet, avant de passer par les voies officielles. J'ai rappelé les faits. Je leur ai dit que la possibilité de rendre l'argent discrètement était en train de se refermer. Je n'ai accusé personne directement. Je n'ai pointé personne du doigt, mais tout le monde savait de qui je parlais. L'appel suivant est venu de la sœur de ma mère. Elle a dit qu'elle me croyait, qu'elle savait quel genre de personne Emma pouvait être, mais elle a ensuite commencé à me demander de penser à la façon dont cela pourrait affecter mon travail, ma réputation, et la façon dont les autres membres de la famille me regarderaient. Elle m'a dit de ne pas ruiner mon image en portant plainte. Je l'ai remerciée et j'ai mis fin à l'appel, sans rien promettre. Cet appel téléphonique a rendu une chose très claire. La plupart des membres de la famille ne voulaient pas de justice. Ils voulaient que l'affaire soit étouffée, comme d'habitude. Mon parrain, lui, en avait fini avec les dissimulations. Ce soir-là, il a envoyé un message officiel, à un groupe familial plus restreint, où les événements et les vacances sont généralement planifiés. Il a déclaré qu'à partir de ce moment, Emma et mon oncle ne seraient plus invités à aucun groupe familial, où les événements et les vacances sont généralement planifiés. Il a déclaré qu'à partir de ce moment, Emma et mon oncle ne seraient plus invités aux événements familiaux qu'il organiserait à l'avenir. Il a également mis à jour son testament, me nommant l'unique héritière de ses outils d'ingénierie, de ses machines et des dossiers de son atelier. Sa façon de dire qu'il s'engageait à fond. Plus tard dans la nuit, mon père m'a transféré une capture d'écran. C'était un message privé qu'Emma lui avait envoyé. Elle lui disait qu'elle ne voulait pas que ça aille si loin, et le suppliait de m'arrêter. Elle n'a jamais nié ce qui s'était passé, lui demandant juste d'intervenir. Il ne lui a pas répondu, il me l'a juste transféré. Cela seulement disait assez, sur ce qu'il croyait maintenant. Le lendemain matin, j'ai envoyé un dernier message directement à Emma. Je lui ai dit qu'elle avait 7 jours pour rendre l'argent, sinon je déposerai plainte. Je n'ai pas reçu de réponse. Au lieu de cela, elle a supprimé son compte Facebook, puis son Instagram. Ensuite, elle a quitté le groupe de discussion de la famille élargie, où elle avait l'habitude de publier des mises à jour sur ses notes, et ses projets d'anniversaire. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste disparu. Personne ne l'a dit à voix haute. Mais à partir de ce moment-là, même les proches qui voulaient la protéger ont commencé à se taire. Tout le monde pouvait voir ce qui s'était passé. Personne n'était prêt à l'admettre. Mais maintenant, plus personne ne la défendait non plus. 2 jours après qu'Emma ait disparu des discussions de groupe, et effacé ses réseaux sociaux, je suis allé au poste de police local. J'ai demandé à parler à un officier, pour déposer une plainte pour vol. Lorsqu'ils m'ont demandé des détails, j'ai expliqué toute l'histoire depuis le début. Ma fête de remise de diplôme, l'enveloppe d'argent de mon parrain, le passage aux toilettes à l'étage, la disparition de l'enveloppe, le poste de l'iPad, et les réponses moqueuses qui ont suivi. Je leur ai montré les captures d'écran, le message du parrain confirmant le cadeau, le poste supprimé, et les derniers messages de la discussion de groupe. L'officier a tout examiné et n'a pas pris la chose à la légère. Il a dit que ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça, et m'a encouragé à déposer une plainte officielle. Il a expliqué quel type de preuve aiderait à monter un dossier plus solide. Des déclarations écrites, des preuves numériques, une chronologie complète. Il m'a donné une liasse de documents, et m'a expliqué comment déposer plainte. De retour chez moi, j'ai passé les 2 nuits suivantes à monter un dossier. J'ai tout mis en ordre, chaque SMS, chaque capture d'écran, chaque journal d'appel. Mon parrain a tapé une déclaration signée, confirmant la date et l'heure exacte auquel il m'avait remis l'enveloppe, ainsi que le montant qu'elle contenait. Il a même noté où nous nous tenions au moment de la remise, et la raison du cadeau, des outils professionnels et un soutien de carrière. J'ai inclus cela aussi. J'ai contacté Emma via l'un des rares numéros que j'avais encore pour elle, et je lui ai demandé si elle était prête à faire une déclaration. Sa réponse a été courte. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer. C'était tout. C'est tout. Aucun déni, aucune déclaration d'innocence, juste de l'évitement, ce qui a rendu tout cela encore plus évident. Une fois le dossier soumis, la police a ouvert une enquête officielle, et m'a dit qu'il commencerait par une enquête de base, en vérifiant, en confirmant l'histoire avec mon parrain, et peut-être en parlant aux personnes impliquées. Ils ont également mentionné qu'un contrôle de bien-être pourrait avoir lieu, si quelqu'un essayait de prétendre que la situation était exagérée, ou suffisamment stressante pour causer du tort,
ce qui n'était apparemment pas rare dans des affaires familiales comme celle-ci. En quelques jours, la nouvelle du dépôt de plainte a commencé à se répandre. Personne ne m'a rien dit directement dans le groupe principal, mais le ton de certains proches a changé. J'ai reçu de vagues SMS, des choses comme « Veux-tu vraiment que cela plane sur nous ?» ou « N'y a-t-il pas de meilleur moyen de résoudre ça ?» Il ne niait pas ce qui s'était passé. Il voulait juste que tout ça s'arrête. Puis Emma est réapparue en ligne, mais sous une version légèrement différente de son nom. Elle a recommencé à publier, cette fois-ci en agissant comme si rien ne s'était jamais passé. Elle a mis en ligne un carrousel de photos de sa nouvelle installation de bureau, son nouvel iPad, son nouveau casque, un clavier sans fil, une chaise de luxe, et une légende expliquant à quel point elle était fière de son investissement éducatif. Son nouveau profil était défini sur public pour une raison quelconque, alors j'ai tout enregistré et je n'ai pas dit un mot. J'ai juste enregistré, classé, et je suis passé à autre chose. Peu de temps après, ma grand-mère m'a appelé. Elle pleurait. Elle m'a dit que ce n'était pas ça l'esprit de famille, et que j'étais en train de tout détruire, en poussant les choses si loin. Je l'ai écoutée, mais je n'ai pas changé de cap. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle voulait juste que j'arrête. Me disant qu'elle me croyait, et qu'Emma s'en tirait avec des choses comme ça depuis des années. Des petites choses, des choses discrètes, de l'argent emprunté jamais rendu, faire culpabiliser les gens pour obtenir des cadeaux, des commentaires sournois masqués sous forme de blagues. Personne ne l'avait jamais confrontée, parce qu'elle jouait la victime dès que quelqu'un essayait. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message, cette fois de mon oncle. Ce n'était pas agressif au début, juste vague, mais cela s'est terminé par quelque chose qui ressemblait à une menace. Il m'a dit de reconsidérer le fait de faire de fausses déclarations, avant que quelqu'un ne soit blessé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai sauvegardé, je l'ai ajouté au dossier, et j'ai contacté un avocat. L'avocat que j'ai trouvé m'avait été recommandé par une connaissance de mon parrain. J'ai envoyé le dossier complet, et j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Il m'a dit que j'en avais déjà assez pour une affaire civile, et que le harcèlement de mon oncle pourrait nous donner des bases juridiques plus solides. Il a dit que nous pourrions porter plainte pour bien voler et pour détresse émotionnelle, selon la façon dont les prochains jours se dérouleraient. Le jour même, l'avocat a envoyé une lettre de mise en demeure à Emma, ainsi qu'à mon oncle. C'était clair et direct. Plus de contacts, plus de menaces, et plus de tentatives d'intimidation ou d'interférence avec la procédure. Nous avions des preuves, maintenant. Il y aurait des conséquences. Cette nuit-là, j'ai garé ma voiture à l'endroit habituel, dans notre allée. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par un grand bruit dehors. Quand j'ai regardé le matin, mon pare-brise était maculé de séché, avec des coquilles sur le sol, dont une encore à moitié écrasée sur le capot. J'ai vérifié notre petite caméra de sécurité qui pointe vers l'allée, mais elle n'a capturé qu'une ombre se déplaçant le long de la clôture. Visage couvert, capuche sur la tête. J'ai signalé l'incident immédiatement, et je l'ai ajouté au dossier de la police. L'avocat a mis à jour le dossier civil, et l'officier avec qui j'avais parlé plus tôt a fait un suivi par téléphone, et m'a dit qu'il prendrait la chose au sérieux, surtout s'il y avait d'autres incidents. Ce qui avait commencé par une enveloppe s'était maintenant transformé en quelque chose de plus grand, mais tout était lié, et ce n'était pas encore terminé. Le matin après le jet d'œufs sur ma voiture, j'ai installé une caméra de sécurité à détection de mouvement, à l'extérieur. C'était une petite unité avec vision nocturne et stockage dans le cloud, rien de très sophistiqué, mais suffisant pour détecter les mouvements dans notre allée. J'ai déposé une plainte mise à jour pour vandalisme auprès de la police, en y joignant les photos de l'œuf séché, les images horodatées de l'ombre passant le long de la clôture, et le clip audio de la menace de mon oncle. Ils ont tout enregistré, et ont dit qu'ils avaient signalé le dossier, pour une éventuelle escalade, si d'autres harcèlements suivaient. La nuit même, la caméra a enregistré un autre incident. Vers 2h47 du matin, une silhouette encapuchonnée s'est avancée dans l'allée, et a jeté ce qui ressemblait à un petit sac rempli d'ordures, sur le côté de ma voiture. Le visage n'était pas visible, mais la taille, la carrure, et la posture ressemblaient à celle d'Emma. J'ai sauvegardé les images, et je les ai copiées à 3 endroits différents, avant de les envoyer à la police, et à mon avocat. Lorsque mon parrain a entendu parler du deuxième incident, il a proposé de m'aider à couvrir les frais de justice, si l'affaire allait plus loin. Il a dit que s'ils essayaient de m'effrayer pour que je me taise,
ils avaient choisi la mauvaise famille pour s'en prendre. Il était sérieux. Quelques jours plus tard, mon père m'a dit que mon oncle voulait me rencontrer en privé. Il prétendait vouloir clarifier les choses et éviter d'autres dommages. J'ai accepté la rencontre, mais à une seule condition. Je serai là, et cela se passerait dans un endroit neutre. Nous avons choisi un café public, près d'une route principale, un endroit avec des caméras de sécurité, et des tables ouvertes. J'ai apporté un petit enregistreur audio avec moi, et j'ai demandé son consentement avant de commencer, ce qu'il a donné d'un signe de tête. Il a entamé la conversation avec désinvolture, comme s'il ne s'agissait pas de milliers d'euros dans un rapport de police. Après quelques minutes, il a admis, presque de façon désinvolte, que l'enveloppe avait été prise par désespoir. Il ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, il a dit que mon parrain avait plus que ce qu'il fallait en argent, et qu'aider sa nièce ne devrait pas être un si gros problème, essayant ainsi de rejeter la faute. Puis, il a fait glisser une enveloppe blanche sur la table, contenant 1500 euros. Pas de mots, pas d'explication, juste de l'argent liquide. Il a appelé ça un geste de bonne volonté, comme si nous partagions l'addition, au lieu de régler un vol. Je l'ai repoussé vers lui, et je lui ai dit que la moitié de l'argent n'annulait pas le vol, ni n'effaçait ce qu'ils avaient fait. Il a haussé les épaules, s'est adossé à sa chaise, et a marmonné dans sa barbe que je regretterais de traîner ma propre famille dans la boue. J'ai mis fin à la rencontre sur le champ. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'une cousine éloignée, à qui je parlais à peine. Elle a dit qu'elle suivait la situation discrètement, et qu'elle pensait que je devais savoir quelque chose. Des années auparavant, Emma avait pris de petites sommes d'argent à des cousins, des tantes, et même à des grands-parents. Rien d'important. 50 euros par-ci, 100 euros par-là, mais elle appelait toujours ça un emprunt, et évitait, d'une manière ou d'une autre, les retombées. La plupart des gens n'en reparlaient jamais. Elle a dit que tout le monde s'était habitué à ignorer le problème. Cela n'arriverait pas cette fois-ci. J'ai fait écouter l'enregistrement du café à mes deux parents. Mon père a écouté sans dire grand-chose. Il n'a plus essayé de la défendre, ni d'adoucir quoi que ce soit. Après ça, il a cessé de me demander de reculer, et n'a plus jamais parlé de l'unité familiale. Ma mère, qui était restée silencieuse tout au long de cette affaire, a fini par dire qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas laisser tomber. Elle m'a dit qu'elle était de mon côté, maintenant, et qu'elle ne s'était pas rendu compte à quel point les choses avaient dégénéré, jusqu'à ce qu'elle entende la façon dont mon oncle avait parlé, à cette table. Mon avocat a commencé à préparer le dossier civil, un pour vol, un pour détresse émotionnelle, et un troisième chef d'accusation pour atteinte à la réputation, causée par le déni public et l'intimidation. Nous avons ajouté au dossier la tentative d'offre de prix du silence, les anciens messages, les enregistrements, et le vandalisme. Il a dit que la chronologie et les preuves dressaient un tableau très clair. Après ça, mon parrain et moi nous sommes assis, et avons tout revu. Chaque élément de preuve, chaque conversation, chaque avertissement, chaque fois que quelqu'un a essayé de me faire abandonner. Nous étions tous les deux d'accord pour dire que ce ne serait pas un de ces problèmes familiaux, qui disparaissent discrètement. Pas cette fois. 2 semaines après la lettre de mise en demeure, et la rencontre au café, la police a convoqué Emma pour un interrogatoire. Ils avaient examiné tous les documents que j'avais soumis, la déclaration du parrain, la chronologie des preuves, les captures d'écran, et même les images de ma caméra de sécurité. Elle est arrivée au poste avec mon oncle, et a immédiatement tout nié. Elle a dit aux policiers qu'il n'y avait pas d'enveloppe, pas d'argent liquide, et a prétendu qu'il s'agissait simplement d'un drame familial, qui avait dégénéré. Mon oncle était assis à côté d'elle, silencieux pour la plupart du temps, mais acquiesçait à tout ce qu'elle disait. Les policiers ne se sont pas disputés avec elle directement. Ils ont posé des questions de suivi, basées sur la chronologie. Le problème, c'est que son histoire ne correspondait pas aux preuves. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle était la seule à l'étage. Elle n'avait aucune explication sur la raison pour laquelle son iPad était apparu en ligne, juste après l'incident, ni pourquoi elle m'avait bloqué, ainsi que mon parrain, après la confrontation. Lorsqu'on l'a interrogée sur le message qu'elle avait envoyé à mon père, le suppliant de m'arrêter, elle a prétendu qu'elle essayait juste de maintenir la paix. Cela ne tenait pas la route. Mon parrain a été contacté pour une confirmation verbale au commissariat, et il a tout répété clairement. Quand il m'a donné l'enveloppe, combien elle contenait, et pourquoi il l'avait offerte, sa version correspondait exactement à la déclaration écrite déjà versée au dossier.
entre les incohérences de sa version et la solide chronologie que nous avions, la police m'a dit par la suite qu'elle gardait le dossier ouvert et poursuivait l'enquête. Après cette réunion, la nouvelle a vite circulé. La discussion de groupe familial, déjà silencieuse, a commencé à se désagréger. Quelques proches m'ont envoyé des messages privés, disant que j'allais trop loin, et qu'impliquer la police était vindicatif. D'autres n'ont rien dit du tout. Ils ont juste quitté la discussion, l'un après l'autre. Personne ne l'a défendu publiquement, mais certains ne voulaient clairement pas non plus y être mêlés. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des cousins, qui avait initialement défendu Emma bruyamment, m'ayant même qualifié de dramatique dans des messages précédents, m'a envoyé un message privé. Il disait que je ne savais pas tout. Que j'avais tort. Cela seul m'a prise au dépourvu. Mais ce qui a suivi était encore plus important. Il a joint une capture d'écran d'une discussion de groupe privé, où Emma riait de l'enquête. Dans les messages, elle plaisantait sur le fait d'avoir berné les flics, et m'appelait pourrie gâtée et ignorante. Elle se moquait même de mon parrain, disant qu'il ne vivrait pas assez longtemps, pour mener à bien quoi que ce soit de sérieux. J'ai immédiatement transféré la capture d'écran à mon avocat. Il l'a ajoutée au dossier civil, et l'a classée sous intention malveillante et diffamation. Avec ces nouveaux éléments, il a déposé une demande d'élargissement de la plainte, détresse émotionnelle, atteinte à la réputation, et maintenant moquerie documentée lors d'une enquête judiciaire en cours. Il a dit que cela renforcerait notre position, pour les dommages et intérêts. Mon parrain a également effectué un changement, la même semaine. Il a rencontré son avocat, et m'a officiellement désigné comme sa mandataire et exécutrice testamentaire. Cela signifiait que je serais celle qui gérerait les outils de son atelier, et ses affaires juridiques, s'il lui arrivait quelque chose. Il m'a dit qu'il ne s'agissait plus seulement de l'argent. C'était une question de principe. Quelques jours plus tard, Emma a tenté de déposer une plainte pour harcèlement contre moi, affirmant que je la prenais pour cible injustement. La plainte a été rejetée presque immédiatement. Les policiers avaient déjà notre dossier classé, comprenant les menaces de mon oncle, la piste des preuves, et ses propres contradictions au commissariat. Ils l'ont classé comme sans fondement, et l'ont signalé dans leur système. Puis, 3 jours après le rejet de sa plainte, cela s'est reproduit. Un autre bruitard dans la nuit à l'extérieur, un autre désordre dans l'allée, mais cette fois-ci, la caméra a tout capté. La silhouette ne portait plus de capuche. C'était Emma. Elle n'a même pas pris la peine de se couvrir le visage cette fois, suggérant qu'elle était en train de s'effondrer émotionnellement sous la pression. Elle s'est avancée, a jeté les œufs, et est repartie dans la rue, comme si de rien n'était. Exactement à la même heure qu'avant. J'ai extrait la vidéo, je l'ai sauvegardée, et je l'ai remise à la police. Le lendemain après-midi, des agents se sont rendus chez elle. Emma a été officiellement interrogée, pour vandalisme et intimidation. Ils ne l'ont pas inculpée sur place, mais l'incident a été ajouté à l'affaire en cours. L'officier m'a dit que cela nuirait grandement à leur crédibilité devant le tribunal. Ce fut le point de rupture. Les proches qui la défendaient encore sont devenus silencieux. Certains ont cessé de répondre à ses messages. Quelques-uns l'ont supprimé des réseaux sociaux. Fini les défenses subtiles. Fini les postures neutres. Elle avait perdu le bénéfice du doute. Son histoire s'effondrait couche par couche. Après que la vidéo d'Emma jetant des œufs sur mon allée ait été soumise, la police a tout examiné, et l'a inculpée de vandalisme, en tant que délit mineur. La vidéo montrait clairement son visage. L'heure correspondait aux incidents précédents, et cela s'inscrivait dans le schéma d'intimidation déjà lié à l'affaire. L'accusation n'était pas majeure, mais elle a rendu la situation officiellement publique. Lorsqu'elle a été convoquée, mon oncle s'est présenté au commissariat avec elle. Furieux, il a fait irruption dans la salle de réception, et a commencé à hausser le ton, m'accusant d'empoisonner la famille, et de traîner sa fille dans la boue. Les agents sont intervenus immédiatement, l'ont averti de ne pas interférer dans une enquête en cours, et lui ont rappelé qu'il y avait déjà une plainte ouverte pour harcèlement, et dommages matériels. Il a reculé, mais pas avant d'avoir fait un scandale. Mon avocat a réagi le jour même, en envoyant des avis formels d'interdiction de contact, à la fois à Emma et à mon oncle. Les documents stipulaient clairement qu'aucun d'eux n'était autorisé à me contacter directement de nouveau, sous quelque forme que ce soit, appel, SMS, message, ou visite en personne.
Toute tentative future serait traitée comme une violation légale. Cette étape a changé les choses. Les proches qui étaient restés silencieux pendant des semaines ont enfin commencé à s'éloigner d'elle, publiquement. Quelques-uns l'ont supprimée des réseaux sociaux. L'un d'eux m'a même envoyé un message, s'excusant d'avoir douté de moi plus tôt. Le silence qu'il avait protégé a commencé à se briser. Avec tout ce qui était enfin en mouvement, mon avocat a soumis les derniers documents, pour faire avancer formellement l'affaire civile. Une date d'audience a été fixée. Nous avions maintenant une audience prévue au calendrier, et il ne s'agissait plus seulement d'argent volé. Il s'agissait de tout le reste. Les menaces, le vandalisme, la diffamation, le stress émotionnel. L'affaire avait pris de l'ampleur, mais les preuves aussi. Il n'y avait plus de réunions de famille, plus de tentatives d'arrangement, plus de SMS me demandant de retirer le message de la discussion de groupe, plus de cousins la défendant, plus de débat sur qui avait tort ou raison. À partir de ce moment, tout serait traité au tribunal. Lors de l'audience, le juge a accordé 3 000 € de dédommagement pour le cadeau volé, et 5 000 € supplémentaires pour détresse émotionnelle, citant le harcèlement constant, les dommages matériels, le ridicule public, et le refus de résoudre l'affaire de manière respectueuse. Emma n'a pas réagi pendant le jugement. Elle est restée assise en silence, les bras croisés, puis s'est levée et a quitté la salle d'audience sans dire un mot. Mon oncle l'a suivie, la tête baissée. Après la décision du tribunal, l'exécution a été rapide. La tête baissée. Après la décision du tribunal, l'exécution a été rapide. Des ordonnances de saisie sur salaire ont été envoyées au travail à temps partiel qu'Emma occupait dans un café local, et son salaire a commencé à être déduit, jusqu'à ce que le jugement total de 8 000 € soit payé. En quelques semaines, sa cote de crédit a pris un coup sévère. J'ai utilisé l'argent récupéré exactement de la façon dont il devait être utilisé, pour les outils professionnels que je ne pouvais pas m'offrir après l'obtention de mon diplôme. J'ai acheté des licences de logiciels de dessin, j'ai mis à jour mon ordinateur portable, et j'ai acheté un kit de démarrage d'instruments de haute précision. En quelques semaines, j'ai accepté une offre d'emploi d'un cabinet d'ingénierie avec lequel j'avais passé des entretiens. Mon parrain a organisé un dîner privé pour fêter ça. Il a fait griller des steaks, a ouvert une bouteille de vin, et a porté un toast au début de quelque chose de réel. À la fin de la soirée, après le départ de tous les autres, mon père est resté un peu plus longtemps que d'habitude. Il n'a pas beaucoup parlé, mais avant de partir, il m'a prise à part, s'est excusé une fois, juste une fois, et a dit qu'il aurait dû me croire depuis le début. Il n'a pas fait suivre cela d'excuses. Il l'a simplement dit et est parti. Après la décision de justice, la famille élargie a mis à jour son calendrier d'événements, et son groupe d'organisation. Le nom d'Emma a été retiré de toutes les listes. Fini les attributions pour les repas partage, fini les tâches de planification, fini les invitations. Cela n'a pas été annoncé publiquement, mais c'était clair. Son nom n'était plus mentionné, et personne n'a insisté. Par les voies légales, il me restait une dernière tâche pour fermer définitivement la porte. J'ai envoyé une lettre formelle à Emma, approuvée et remise par mon avocat. Elle contenait une seule phrase, « Pardonnez, pas oublié. Ne me contacte plus jamais ». Cela a rendu la clause de non-contact permanente, et exécutoire sous la supervision du tribunal. Des mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un panel sur le développement de carrière, dans une université locale. Le sujet abordé dépassait le cadre du travail. Il portait sur les limites financières, l'intégrité personnelle, et sur la façon de se protéger, même de sa propre famille. Je suis resté professionnel, mais j'ai dit la vérité. Ce qui avait commencé par le vol d'une enveloppe s'est avéré être bien plus qu'un simple vol. C'est devenu un miroir. Cela m'a montré qui me soutiendrait, et qui resterait silencieux. Et je n'oublierai jamais aucun des deux.